Mathieu, la parole est à vous. Eh bien, merci. Je vais vous présenter quelques instants l'entreprise d'abord, parce que Alcatel Submarine Networks, on sait plus ou moins ce que c'est. Effectivement, c'est relativement édifiant quand on vient sur site et qu'on voit ce que c'est que faire du câble. Moi, je viens de la radio. J'étais avant chez Nokia. Tout le monde a ses défauts, ses qualités. Et je suis passé faire du câble. Et c'est vrai que c'est un autre métier. C'est très surprenant ce que ça représente. Donc, nous sommes l'un des leaders mondiaux du câble sous-marin, si ce n'est le numéro 1, ça dépend des trimestres. C'est très très serré chaque trimestre. Ça représente 750 000 km de câbles, c'est-à-dire 19 fois le tour de la Terre. En gros, ce qui a été déployé aujourd'hui. On a 330 000 km qui sont aussi en maintenance, parce que ça fait aussi partie des métiers que nous faisons. Nous faisons la fabrication, la maintenance, la fabrication et la dépose des câbles, mais aussi la maintenance de certains câbles qui ne sont pas forcément les nôtres d'ailleurs. Nous avons 7 navires qui sont la propriété d'ASN, qui sont ensuite avec un armateur qui est Louis Dreyfus. En gros, 2000 personnes qui travaillent dans le monde entier. Et l'existence de l'entreprise, ça fait 160 ans, un peu plus de 160 ans. Alors, pourquoi je rentrais dans ces détails-là? On va voir 2 secondes ce que fait ASN. Donc ASN, c'est d'abord un audit marin pour savoir toutes les routes par lesquelles on va passer. Un fond marin qui est étudié. Toutes les permis qui vont être nécessaires pour ensuite la dépose des câbles. Donc on va passer par des zones territoriales. Des eaux territoriales, il faut faire des permis et travailler avec les États et avec toutes les instances qui sont nécessaires. Le design, la fabrication du câble, la pose en marine, les travaux de génie civil qui sont aussi au bord des plages, etc. et des ports. L'installation et la mise en service, mais aussi donc la maintenance. Un des volets très importants de ce que l'on fait, puisque éventuellement, nous faisons, comme je le disais, non seulement la maintenance de certains de nos câbles, parce que tous nos clients ne nous achètent pas la maintenance, mais aussi des câbles de certains de nos concurrents. Ce qui nous impose d'avoir des hubs un peu partout dans le monde et d'avoir des câbles de nos concurrents. Les enjeux et la vision. Alors, je vais juste donner un petit périmètre comme ça de notre activité et rappeler que donc, nous travaillons essentiellement avec toutes les grandes entreprises fournisseurs d'accès, mais depuis quelques années, il y a quelques acteurs qui sont rentrés dans notre marché, qui sont les GAFAM. Ça a boosté notre marché. Nos carnets de commandes se sont multipliés sur les 8 dernières années et continuent à se multiplier. Notre chiffre d'affaires également. Et du coup, il a fallu qu'on passe à une vision un tout petit peu différente de ce que l'on faisait jusque-là. On était dans un marché qu'on connaissait, il a fallu qu'on commence à réfléchir différemment. Les objectifs que nous nous sommes fixés, du coup, c'est de produire avec une agilité pour anticiper les évolutions de ce marché, de s'inscrire dans le respect durable de l'environnement, de répondre aux nouvelles exigences de sécurité d'information et de cybersécurité qui sont de plus en plus fortes. Et les acteurs avec lesquels nous travaillons, les GAFAM essentiellement, ils sont très très sensibles. Améliorer le sens et l'intérêt du travail et le bien-être de nos collaborateurs, c'est essentiel. Nous sommes dans une région qui est la région Nord, où nous avons besoin d'être très attractifs. Nous avons une grande compétitivité, une grande compétition en termes d'emploi avec différentes entreprises autour de nous. Très important que nous travaillions sur cet aspect-là et que nous offrions à nos collaborateurs un travail de plus en plus intéressant et de plus en plus gratifiant. Pour cela, donc, les moyens, nous avons mis en place, ce dont a été parlé juste avant, c'est nous avons mis en place une infrastructure numérique pour avoir un flux total digital de nos informations et de nos informations de production. Et cette infrastructure numérique est venue s'appuyer sur un réseau qui est un réseau 5G chez nous. Nous avons un réseau industriel dont on parlera un peu plus tard, qui est sur nos 2 plus grands sites industriels. Nous en avons 3 avec un tout petit qui est à Trondheim. Nous allons
nous focaliser pendant quelques minutes sur les deux plus grands sites qui sont donc Calais en France et London Greenwich. Le but étant effectivement de connecter tous les métiers d'ASN. Donc ces métiers, c'est la recherche et développement, c'est la fabrication, c'est la pose de câbles, c'est le service et maintenance, et c'est aussi la sécurité et le RSE. Donc connecté au sein de cette infrastructure numérique et en s'appuyant sur ce réseau que l'on veut fiable, sécure et supervisable. C'est un des éléments qui n'a pas été vraiment évoqué. Je vais juste essayer d'ajouter parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont dites et qui sont très vraies dans la table ronde précédente. Notre transformation numérique. Donc, ça, c'est ce que nous voudrions faire. Voilà, avec des couleurs, c'est magnifique. Nous voudrions avoir une vision avec un flux numérique qui nous permettra de connecter tout le monde dans notre entreprise. Quand je dis dans notre entreprise, c'est pas seulement l'usine. Il y a effectivement, quand je parlais tout à l'heure, des ports chez nous, des bateaux, de la marine, et donc avoir une usine numérique, entre autres, avec un jumeau d'une usine numérique. Alors, nous n'y sommes pas encore, hein. Nous y travaillons petit à petit, les informations remontent petit à petit, on va parler ensuite de là où nous arrivons. Avec un atelier automatisé, c'est important essentiellement pour Londres, sur lequel nous avons besoin de pouvoir retravailler la configuration de nos ateliers. Un équipement intelligent qui nous permettra effectivement beaucoup de choses, entre autres les AGV, entre autres de la maintenance prédictive, et aussi connecter notre travailleur, à la fois pour lui offrir un maximum d'informations sur son lieu de travail et sur le poste auquel il est, mais aussi assurer sa sécurité et sa santé. Et donc une activation de la connectivité avec un réseau sans fil privé industriel, avec une interconnexion multisite et avec une connectivité mondiale transparente. Je reviens sur ce dernier point, la connectivité mondiale transparente. C'est un des enjeux que nous avons avec ces nouveaux acteurs avec lesquels nous travaillons. Nous n'avions pas jusque-là une telle demande de transparence et de temps réel sur notre production. Ça vient avec les GAFAM qui sont habitués à voir en permanence là où ils en sont à tout moment et qui nous demandent exactement la même chose. Donc ils nous demandent de savoir à tout moment de notre production où est-ce que nous en sommes sur nos commandes, etc. Ça nous a forcé à cette digitalisation. Jusque-là, on travaillait beaucoup avec du papier. Notre approche globale, donc elle s'est appuyée et elle s'est articulée autour de besoins métiers. Dans ces besoins métiers, il y avait un besoin d'efficacité opérationnelle, il y avait un besoin de garantie de qualité, de garantie de traçabilité. On avait besoin effectivement aussi de s'adapter à notre marché de manière agile afin de pouvoir prendre des décisions le plus rapidement possible, tout en évinçant et en ayant un flux unique d'informations qui nous permettra de couper tous les silos. Pour cela, on a mis en place, d'abord, une première chose qu'on a mis en place, c'était une infrastructure numérique. L'infrastructure numérique, ça a été un PLM qui a été mis en place, ça a été un MES qui a été mis en place ensuite, ensuite la digitalisation au fur et à mesure de toutes nos procédures. Donc je le disais tout à l'heure, c'était du papier. Hein. On a des tonnes et des tonnes de papier. À chaque fois qu'on faisait un module, une station sismique, etc., c'était des piles de papier énormes. Donc petit à petit, la digitalisation de toutes ces procédures afin de pouvoir intégrer toutes ces informations dans nos systèmes, pouvoir piloter nos machines avec un SCADA et pouvoir à la fois, et ça a été déployé il n'y a pas très longtemps, mettre en place une plateforme IoT qui nous permettra de connecter le maximum de connecteurs, d'outils connectés dans ce système. J'y reviendrai un petit peu après. Aussi pour compléter ce qui a été dit dans la précédente table ronde. Et donc, à partir de là, c'est poser la question sur quoi on appuie toute cette architecture en termes de réseau. Alors nous, on a pris les choses un petit peu à l'inverse. On a un DSI qui est à la fois le DSI qu'il est, un ancien de la radio,
et qui, au fur et à mesure des réflexions, s'est dit je pense que la bonne solution, c'est la 5G. Pourquoi? Parce qu'on était au début de la 5G, parce que c'était une technologie plutôt du futur, que c'est un réseau cellulaire, que par rapport au Wi-Fi, il présentait différentes garanties, y compris la fiabilité et la sécurité et la cybersécurité, et que ça permettait également d'avoir une vraie mainmise sur notre réseau, une vraie mainmise sur la qualité de notre réseau. Donc, c'est ce qu'on appelle un réseau de classe opérateur. C'est ce que nos opérateurs nous offrent à tous, avec une large bande passante, avec une faible latence, et qui nous permettent aussi de la mobilité sans perdre d'informations, ce qui, dans un futur proche, pourra nous servir pour des AGV essentiellement. Notre infrastructure digitale, donc j'en ai parlé tout à l'heure, je vais le balayer assez rapidement. C'était les premières choses qu'on avait mis en place, c'était un PLM. Le RP était déjà là. On a mis en place un nouveau MES. Tout cela a été connecté au réseau 5G, qui nous permet d'avoir des informations aussi bien montantes que descendantes. En termes d'équipement, la remontée d'informations, typiquement notre gestion technique centralisée sur l'usine se fait essentiellement avec le réseau 5G. Le travailleur connecté, alors on parlait de lunettes connectées, c'est essentiellement ce qu'on utilise. On utilise des téléphones, on utilise des tablettes aussi. Tout ça est je reviendrai aussi un petit peu plus tard, est en cours de validation. Et c'est aussi très connecté aux discussions qui étaient précédentes, c'est-à-dire qu'on est encore une fois dans un marché même de l'outil connecté qui est de plus en plus présent, grandissant, de plus en plus mature, et donc nous-mêmes, en tant qu'industriels, devons qualifier de nouveaux équipements tout le temps, et qui permet donc cette informatique décisionnelle. Notre industrie, donc là typiquement, c'est une vue de ce que l'on met en place au niveau de notre MES. Donc ce sont des procédures digitalisées dans lesquelles l'opérateur peut suivre la procédure pas à pas et valider les checklists. Ça nous permet de remonter les informations directement, pas avoir nécessité de rapport à la fin, pas avoir nécessité d'un recroisement d'informations avec le chef d'îlot ou chef d'équipe, et d'avoir l'information en direct. Beaucoup d'informations qui, jusque-là, étaient reportées au fur et à mesure de la journée, voire à la fin de la journée, et qui nécessitaient des réunions supplémentaires et du travail supplémentaire. On appellera overhead en anglais. Rapidement, ça c'est effectivement ce qui était courant. Alors je dis bien ce qui était courant. Ces slides sont un petit peu passés. Ce qui était courant, on avait beaucoup de papier, beaucoup de partage de données par email, du stockage prolongé, l'archivage très long. On arrive au fur et à mesure sur une période de POC, donc de Proof of Concept, à mettre en place du travail digitalisé dans lequel on remonte les informations. C'est beaucoup plus avancé à Londres aujourd'hui que ça n'est à Calais. C'est en train de mettre mis en place à Calais. À Londres, on a déjà beaucoup plus avancé sur ce sujet-là, et dans lesquels on a une traçabilité intégrée de bout en bout des informations. Et une source unique d'informations. Ça aussi, ça paraît trivial, mais en fait, avoir du document papier et d'avoir des procédures papier, ça nécessite un travail en termes d'organisation et d'alignement des équipes monstrueux. Quand on parle de Calais avec l'étendue dans laquelle nous travaillons, ça nous demande effectivement d'être sûr qu'à chaque fois on a la bonne dernière version de papier de la procédure. Ce qui est en l'occurrence, quand on passe sur la tablette et qu'on utilise une seule source de données, nous permet de le faire tout à fait automatiquement. Notre réseau 5G industriel, donc on y vient. Le réseau 5G industriel, alors le site de Calais, on parle de 160 000 m², on parle de 65 antennes. Alors dans les 65 antennes, il y en a 63 qui sont des antennes micro, ce qu'on appelle les pico RRH, donc des toutes petites antennes avec des petites puissances qui sont essentiellement pour l'indoor, qui sont même totalement pour l'indoor. C'est ce qu'on voit en bas à droite. Et 2 antennes outdoor qui sont pour le coup beaucoup plus puissantes et qui nous permettent de couvrir les rues de l'usine
et un autre bâtiment qui est à distance. On a de l'indoor-outdoor, je le disais, les bandes utilisées, on passe en 2,6 et en 3,4 GHz. C'est pas technique. Le réseau 5G, qu'est-ce que ça nous apporte? Ça nous apporte justement cette fiabilité, ce cryptage. On est donc dans une déclaration bout en bout avec une carte SIM d'un côté, une déclaration dans le core network de l'autre qui nous assure que c'est bien cet utilisateur-là et cet appareil-là qui peut se connecter chez nous avec cette carte SIM. Et encore une fois, j'insiste, mais il y a aussi un phénomène nouveau dans le monde cellulaire, c'est la supervision du réseau. On est capable de savoir quelle est l'antenne qui marche, quelle est l'antenne qui ne fonctionne pas. On est capable de connaître la qualité de service qui est fournie à tout utilisateur, à tout device. Et on est capable de remonter ces informations-là. Quand elles sont défaillantes, on a des alarmes. Donc on est capable de dire, là, on a un problème avec cet objet connecté-là, ou cet endroit-là. Nos cas d'usage. Alors, j'ai fait une vue assez rapide de nos cas d'usage. Il y en a quelques-uns. Alors, d'ailleurs, je n'ai pas mis à jour. Il y en a quelques-uns qui devraient être entourés. La mesure du remplissage du réservoir. Alors, je vais vous le faire assez rapidement, mais on fait entre 4000 et 8000 km de câbles pour nos projets. Donc il faut les entourer, il faut pouvoir les stocker. On les stocke dans des grandes cuves qui font 24 mètres de diamètre et entre 8 et 10 mètres de haut, donc qui stockent jusqu'à 4000 km à peu près par cuve. Et donc forcément, on love nos câbles dans les cuves. Quand ça fait plus de 4000 km, on passe sur une deuxième cuve. Et donc, on va accumuler différents projets dans les cuves. Au moment où on doit livrer, il va falloir qu'on fasse un petit jeu de taquet, un petit jeu de bascule pour pouvoir sortir le câble qui va bien. Et peut-être ce n'est pas le premier dans cette cuve-là, c'est peut-être le deuxième. Donc, on passe d'une cuve à l'autre. Il y a un petit jeu de taquet comme ça pour libérer nos câbles. Ça, c'est pour l'histoire et pour que vous compreniez. C'est assez édifiant, il faudrait venir le voir, c'est assez important, c'est assez intéressant. Et typiquement, c'était une des premières choses que nous avons commencé à faire, c'est qu'au départ, tout cela était fait manuellement. On avait une personne qui passait toutes les 12 heures dans l'entreprise, dans l'usine pour vérifier la hauteur des cuves. Et donc, on a remplacé ça par un télémètre laser qui nous remonte l'information et qui nourrit le système. Donc, on sait à intervalles réguliers, je ne vais pas dire du temps réel parce que ce n'est pas tout à fait vrai dans cette optique-là, mais à intervalles réguliers, nous savons où est-ce que nous en sommes par rapport au remplissage de ces cuves. C'était le premier cas d'usage que nous avons mis en place. Le deuxième cas d'usage qui avait été mis en place, c'était justement la mobilité, la dématérialisation, le numéro 15, sur lequel on a commencé à travailler pour digitaliser. Ensuite est venu tous les petits cas d'usage qui pouvaient être intéressants pour nos employés, le système de gestion des bâtiments, la maintenance prédictive, la géolocalisation des équipements, et puis le tableau de bord et supervision de l'usine. Et enfin, les lunettes connectées. Alors les lunettes connectées, ce n'est pas tout à fait un tout nouveau cas d'usage. J'ai envie de dire, on va y revenir juste après encore une fois, c'est être intéressant. C'est un cas d'usage qui existait, mais qui prenait bien la poussière dans nos armoires. Voilà. Alors pourquoi je parle de ça? Parce que dans les cas d'usage, alors nous avons mis, on parlait de ROI tout à l'heure. Les ROI, ça fait partie du calcul pour un cas d'usage, mais pas que. Parce que comme on le disait, on ne pose pas la question du ROI pour le Wi-Fi. On se pose la question du ROI pour la 5G. Pourquoi pas? En tout cas, chez nous, on avait commencé par dire quelle est la complexité à mettre en place, qu'est-ce que ça apporte, effectivement, quel est le ROI. Et à partir de cette matrice-là, on a commencé à prioriser nos cas d'usage. Cela dit, on a vite constaté qu'il y avait 3 familles de cas d'usage. Il y avait des cas d'usage que la 5G améliorait. C'était exactement le cas des lunettes connectées. C'est-à-dire que tant qu'on n'avait pas la 5G, en fait, il était là, il existait, mais inutilisable. Nos opérateurs s'y pliaient 2 minutes, puis rapidement considéraient que ce n'était pas utilisable. Donc alors, je reviens à ce que disait tout à l'heure Antoine Brosseau, de chez Acom. On n'a toujours pas de lunettes connectées 5G aujourd'hui. Pour une autre raison qu'on n'a pas évoquée, c'est aussi
la disponibilité du réseau 5G en low energy, qui n'existe pas aujourd'hui. Question de release. Ça viendra, mais ça n'est pas encore. Donc quand on met des lunettes connectées, si on les met en 5G, elles vont nous drainer, enfin nous vider la batterie à une vitesse grand V, ce qui fait que ce sera inutilisable. Donc aujourd'hui, la façon de le faire, c'est d'utiliser un téléphone portable 5G et de faire un point Wi-Fi entre la lunette et le téléphone. Et vu qu'on est sur un point unique, c'est extrêmement rapide. Donc ça, c'est le cas, par exemple, des lunettes connectées. Les cas que la 5G rend possible. Alors chez nous, aujourd'hui, on n'en a pas. Le jour où on mettra un AGV en route, on en aura un. Je pense que la 5G, typiquement, rend possible l'utilisation d'un AGV dans une usine avec un déplacement entre cellules et sans interruption. Et ensuite, il y a les futurs cas d'usage. Alors ça, on n'y est pas encore, mais il faut le comprendre. Alors, on n'y est pas encore, oui et non, parce que ça rentre quand même dans l'esprit de nos collaborateurs. Avec une 5G, il se pose de plus en plus la question, et pourquoi on ne ferait pas ça? Chose qui ne se posait pas du tout comme question jusque-là. Pour des questions de mobilité, pour etc., on ne se posait pas la question. On se disait que c'était impossible. Voilà. Alors typiquement, moi j'ai quelques cas avec la connectivité de certains de nos équipements qui sont en usine et qui se baladent dans l'usine. Et on me dit, pour l'instant, on fait des configurations de ces équipements avec une clé USB. Voilà. L'opérateur est obligé de partir d'un côté, de ce côté-là, de l'autre côté, d'être sûr qu'il a la bonne configuration sur la clé USB, de descendre la bonne configuration, monter les informations, repartir sur son poste, etc. C'est toutes ces choses-là qu'on peut éviter en connectant cet équipement-là directement à du 5G, directement au réseau, et être sûr qu'en fait, au lieu que ce soit cet opérateur-là qui fasse l'opération et qui fasse tout cela, ce soit bien l'expert qui est derrière, qui lui fournissait toutes les informations, qui va descendre les configurations, remonter les configurations. Et quand je parle de futurs cas d'usage, je parle aussi forcément de tout ce qui est lié au marché de l'IoT. Donc le marché de l'IoT aujourd'hui, il évolue. Aujourd'hui, à ce jour, on dispose de différentes choses. Alors on fait comme à Com, comme tout le monde, hein, on trouve des marottes, on trouve des solutions aux problèmes que nous avons, étant donné que tout n'existe pas. Donc, on utilise des passerelles, on utilise des dongles, on utilise des passerelles outdoor comme indoor. On utilise en 5G natif, on a quelque chose. On a des scanners douchettes qui existent. On a des téléphones, des tablettes. On a également une caméra 5G qui existe. On a 2 modèles aujourd'hui. Et connecté en 5G, on rajoute là-dessus. Donc au travers des passerelles, on rajoute nos télémètres, on rajoute les lunettes connectées RealWear dont je parlais tout à l'heure, et on rajoute nos caméras. D'autres appareils en test à venir, là c'est en cours. Aujourd'hui, encore une fois, hein, on est passé par un certain nombre de fournisseurs, un certain nombre de constructeurs. On étoffe petit à petit en fonction de ce qui existe sur le marché. Voilà, tout cela se fait dans un écosystème. On en parlait tout à l'heure, c'est très important, être entouré par les bonnes personnes, avoir les bons acteurs, avoir les bonnes personnes pour nous conseiller, c'est essentiel. Donc, et aussi, c'est ce que nous travaillons également en parallèle, c'est travailler en partenariat avec les universités. J'ai des projets en ce moment que je suis en train de regarder et que je voudrais pouvoir passer à certaines universités. Enfin, nous sommes membres des vitrines de l'industrie du futur avec la 5G industrielle depuis le début de l'année. Donc, le but pour nous est également d'être dans cet objet de vitrine, d'être représentatif de l'industrie française en 5G, de pouvoir accueillir et faire visiter notre usine, de pouvoir discuter, participer à des représentations comme aujourd'hui, à des rassemblements comme aujourd'hui, à des événements comme aujourd'hui, et d'offrir cette discussion entre industriels pour la 5G et pour l'industrie 4.0. Voilà. Merci.